il n'est pas prêt. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va découvrir les différents récits historiques de l'auteur Jean Mossène Famille, un auteur qui est publié chez les éditions David. On va aussi parler avec notre orthophoniste Roxane Bélanger. Il y a le mois de mai qui arrive très bientôt et le mois de mai, c'est le mois de la communication. Avec elle, il sera question de ce mois. Et tout de suite pour commencer, on parle de rupture amoureuse. Et puis, Lova Basson, qui est coach en relation amoureuse, coach de vie. Toi et moi, on a une conversation en privé, Oui. où est-ce que je te disais comme ça, j'ai l'impression qu'il y a un vent de rupture amoureuse dans l'air et tu m'as dit que tu étais totalement d'accord et tu voulais en faire une thématique aujourd'hui. Alors, pour toi, une rupture amoureuse, est-ce qu'elle est nécessaire au développement d'une personne? Ah non. Moi, j'aurais dit oui. Ah non. Enfin, c'est sûr que tout ce qui nous arrive, hein, quand on se développe personnellement, quand on a pris l'habitude de se développer personnellement, c'est sûr que tout ce qui nous arrive en bien comme en mal, on doit pouvoir s'en servir pour grandir, en fait, pour grandir, oui. pour tirer des leçons et avancer, pour devenir une meilleure personne. Mais est-ce que c'est nécessaire? Non, on n'a pas besoin de souffrir. C'est bon. On n'a pas besoin de ça. Pour les têtus, pour les personnes têtues comme moi, par exemple, moi, je me dis, ça se peut que j'ai besoin de ça pour évoluer un peu plus. Et aujourd'hui, on parle de rupture amoureuse, mais tu voulais l'envoyer, cette thématique-là, sur un angle plus précis, celui de comment définir sa valeur. Oui. Oui, comment définir sa valeur? Parce qu'en général, l'expérience ou les statistiques ont prouvé que la première chose que la plupart des êtres humains ont tendance à faire quand ils ont une déception amoureuse, c'est de se dévaloriser, c'est de se dire tout de suite, on tombe dans l'autodépréciation, on commence à se dire je n'étais pas suffisamment beau, ou je n'étais pas suffisamment intelligent, je n'avais pas tout ce qu'il faut, c'est peut-être pour ça qu'il est parti, c'est peut-être pour ça qu'elle est partie. Et c'est là que c'est un peu dangereux parce que ce n'est pas vrai. Et quand on a une bonne estime de soi, quand on a une bonne connaissance de sa valeur, alors c'est sûr qu'on va aller travailler sur autre chose. On va se développer sur autre chose, mais pas du tout au niveau de la valeur. Parce qu'une fois qu'on commence à rentrer dans ces pensées d'autodépréciation, qu'est-ce qui se passe? La déprime va arriver et peut-être la dépression, c'est ce qu'on ne souhaite pas. C'est pour ça que tantôt je te disais, non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de souffrir. On n'a pas besoin de souffrir. Ce n'est pas nécessaire. Mais si ça arrive, c'est important d'avoir les outils pour s'en sortir, justement, pour garder le cap et pour apprendre, comme j'ai dit tantôt, et avancer. C'est vraiment important, j'insiste, de savoir, de connaître sa valeur. Et ça, c'est un travail qu'il faut faire avant même de se lancer dans une relation amoureuse. Tu as parlé de connaître sa valeur. Ça peut être une discussion de plusieurs heures. On va garder ça pour plus tard, peut-être pour après la pause. Mais là, en ce moment, ce que j'ai envie de te poser comme question, c'est de savoir, est-ce que tu penses que les femmes sont beaucoup plus... elles entrent plutôt dans la dépréciation, tu sais, quand il y a une rupture amoureuse que les hommes, parce que, tu sais, la carrure de nos hommes, là, rien ne m'affecte et tout ça. Mais alors, moi, les hommes, j'aime beaucoup parler des hommes. Ma niche est essentiellement, ou est plus la plupart féminine, mais j'aime beaucoup parler des hommes, parce que pour mieux les connaître, parce que surtout en relation amoureuse, pour mieux les connaître, hein, pour les hétéros, on a besoin de savoir avec qui on traite, on a besoin de savoir qui est notre vis-à-vis pour s'assurer que tout va bien. Donc, en fait, tu as parlé tantôt des hommes qui sont comme, ils sont durs, rien ne les affecte. Moi, je dis c'est une carapace. C'est sûr. Une grosse carapace, c'est pas vrai. Parce qu'encore une fois, les statistiques, les études ont montré que quand il y a une rupture amoureuse, en général, c'est les femmes qui ont l'air de s'effondrer. Oui. C'est les 3 premiers mois, elles sont comme, c'est la fin du monde, je peux pas vivre sans lui, et voilà. Puis après, parce que nous, on a pris l'habitude de parler, justement, on a pris l'habitude de discuter. Donc, qu'on ait les moyens de se payer un thérapeute ou pas, c'est pas pire là. On a une amie qui va être la psy, qui va être l'infirmière, qui va être là, qu'on peut appeler à 2h du matin. Et les hommes, justement, dans leur carapace, ont tendance à s'enfermer. Ils sont forts, ils sont capables, ils vont pas pleurer pour ça, parce une des constructions sociétales négatives, c'est que les hommes ne pleurent pas. Moi, je crois que c'est... Oui, je suis trop d'accord c'est avec n'importe toi. quoi. Oui.
et que c'est un signe de faiblesse de pleurer. Moi, je dis un homme qui pleure, c'est un héros pour moi. Ça veut dire qu'il est en contact avec ses émotions, il a une intelligence émotionnelle très vive, et ça, c'est quelque chose que j'honore en fait. Mais revenant à eux, non, je ne pense pas qu'ils sont plus durs. Je pense juste qu'ils n'ont pas appris justement à être en connexion avec leurs émotions. Ils n'ont pas appris à faire ressortir la douleur, et pas seulement la douleur, leurs émotions. Eux, la plupart, je ne dis pas tous non plus, sont dans le contrôle de ce qui arrive, et finalement, on se retrouve avec ce que j'appelle des bouteilles de Coca-Cola secouées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quand on secoue une bouteille de coca, voilà, il suffit d'un petit truc. Ça peut arriver dans 10 ans, dans 20 ans, ce que je ne souhaite pas. Je vais te garder avec moi. On va revenir après à la pause. Tu dis tellement de belles choses. Là, je vous garde aussi avec moi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de rupture amoureuse et comment utiliser la rupture amoureuse pour quelque part définir sa valeur ou bien repenser sa valeur avec la coach Lova Basson. Et avant la pause, tu as parlé déjà de ne pas enfuir ses émotions, homme ou femme, parce que c'est comme une bouteille de coca quand tu la remues, elle est calme, mais dès que tu l'ouvres, c'est comme... Elle explose. Elle explose, donc il faudrait faire attention. Et oui, et on se demande en général, ceux qui vont en pâtir, ceux qui vont en souffrir, malheureusement, c'est les prochains partenaires. Parce que si on n'a pas pris le temps de guérir, justement, si on n'a pas pris le temps de s'asseoir et de repenser la relation, de faire ce qu'on appelle en anglais une espèce de closure. Okay. Ça, c'est quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude de faire aussi. Mais c'est quoi ça? Closure, en fait, je vais te dire, l'expression, je l'ai apprise dans un film de Tyler Perry, et c'était ça, c'est qu'il avait rompu avec sa copine, et à un moment donné, tout le monde savait que c'était la plus belle histoire d'amour, on ne comprenait pas pourquoi ils s'étaient quittés. Et donc, je crois des mois ou des années plus tard, elle revient dans la ville, et il lui dit, we need a closure. Et j'étais comme toi, c'est quoi closure? Et donc, en fait, c'était de s'asseoir et de discuter sur ce qui n'avait pas marché. Donc, quand tu fais ça, l'idée, c'est pas forcément de te remettre mince. Il peut arriver que finalement vous vous rendiez compte que c'était pas l'un sans l'autre, et que le problème qu'on avait n'était pas insurmontable. Mais l'idée, c'est surtout de pouvoir se dire honnêtement, écoute, voilà ça que je te reprochais. On va pas dans la confrontation, non. On va pas dans l'accusation. C'est pas comme tu es comme si tu es comme ça. De toutes les façons, le temps est suffisamment passé pour que on ne soit plus aussi attaché à ce qui s'est passé, à l'événement. Oui, donc on est plus détaché, on est plus mature pour avoir cette discussion. Et ce qui se passe, en fait, c'est très bénéfique parce que ça permet de... J'ai entendu des gens me dire, non, j'ai pas besoin de mon ex pour guérir, ou bien pour alors j'ai pas besoin de mon ex pour me connaître, mais c'est pas pour te connaître, c'est juste parce que il peut avoir des choses. L'introspection, c'est quelque chose que on dit tout le temps qu'il faut faire de l'introspection, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui font des introspections. Mais là, en ce moment, tu parles de l'introspection, pas seulement avec nous, mais aussi avec l'autre personne. Avec l'autre, c'est ça. En fait, ton introspection, c'est d'abord personnel, mais en même temps, tu vois, je pense que notre introspection n'est pas toujours... Il faut avoir je sais pas, il faut être vraiment, il faut vraiment être en connexion avec soi-même et être vraiment très honnête avec soi-même pour pouvoir voir clairement les choses dans nous qui ne marchent pas. Tu vois, on a toujours, c'est bien, on peut, même les personnes qui n'ont pas confiance en elles, même les personnes qui ont un manque d'estime de soi criant, c'est pas évident de vraiment voir les défauts qu'on a. Et parfois, ça prend l'autre, ça demande beaucoup d'humilité. Et c'est ça, une chose que tu peux considérer comme, mais pourquoi il n'a pas été capable de supporter ça? Mais je suis comme ça, si elle m'aime, elle devrait me prendre comme ça. Mais ça peut vraiment, vraiment blesser l'autre. Mais toi, tu es tellement dans ton monde, tu vois, tu as des œillères là qui t'empêchent de voir. Et ça prend de discuter avec l'autre de manière détendue pour qu'elle te dise, écoute, ça m'a vraiment blessée, tu vois, et que tu te rendes compte que peut-être c'est pas... tu ne le faisais pas de manière intentionnelle, tu n'allais pas, tu vois, mais le résultat reste le même, et qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Donc forcément, même s'il y a plus de chances que vous vous remettiez ensemble, dans ta prochaine relation, tu feras attention, parce que c'est une leçon que tu auras apprise dans ton closure. C'est un peu à ça que ça sert le closure. C'est jamais dans une attitude
de mendicité. Moi, j'encourage pas à mendier, Non. à mendier l'amour Non, ni non. l'attention, mais ça aide et ça demande beaucoup de maturité de pouvoir le faire. Je le recommande d'ailleurs. C'est drôle que tu en parles parce que j'ai la même pensée et la même vision de toi concernant Super. les ex ou les personnes avec qui éventuellement tu aurais été. C'est bon d'avoir ce genre de discussion-là parce que tu te rends compte que tu n'étais pas la meilleure personne que tu pensais être. Exactement, Oui, c'est oui, ça. oui. On croit parce que tu sais, on croit souvent qu'on se connaît et que personne ne peut nous dire L'autre est notre qui on- miroir. C'est ça, le miroir qui est important, qui nous permet de nous améliorer. Ouais. Donc, et puis définir sa valeur aussi pour revenir à Oui, ça. c'était ça ma prochaine question. Oui, définir sa valeur, je pense que c'est une thématique que hommes, femmes, là, on travaille tous. Oui, 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 oui. Et c'est très important. Moi, je dis, si tu connais pas ta valeur, même pas seulement dans les relations sentimentales, partout, on va t'écraser, en fait. Professionnellement, Professionnellement, amicalement, même dans ouais. la famille. Mm. Même au niveau de la famille, si tu connais pas ta valeur, ben malheureusement, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de dire que tu vas en payer le prix, mais bon, ça va te revenir. Hein. C'est sûr. Et c'est À la ça, face, ça comme va on le pas, dit. ça va pas te permettre de te développer, et d'atteindre ton plein potentiel, parce que c'est surtout ça, c'est qu'on travaille constamment à atteindre la meilleure version de nous, à avoir la meilleure version de nous. Mais comment tu le fais si tu ne sais même pas ce que tu vaux, si tu ne sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur de toi, si tu n'en es pas conscient. Et ça passe par de petites choses simples, vraiment très très simples. C'est déjà pouvoir citer honnêtement tes qualités. Tu vois, sans avoir l'impression D'être orgueilleux ou orgueilleuse. parce que la société nous dit, Eh boy, tu vas loin. Voilà. bah écoute, si tu dis que t'es belle, si tu dis que t'es intelligente, bah non, ça veut dire qu'il y a un problème. commences à avoir la grosse Oui, la tête. grosse tête et Ouais. tout, mais non. Enfin, autant je suis consciente de ce que je suis, je vais dire quoi, que je suis grande de taille, tu comprends ce que je veux dire, mais avec que je suis consciente de ce que j'ai les cheveux crépus, ben je suis consciente de ce que je suis belle, c'est tout. Il n'y a pas de, tu vois, tu te connais, c'est ça. Mais alors, c'est important, une fois que tu définis ta valeur, moi, dans mes programmes de coaching, c'est un exercice qui est incontournable. Il faut que toutes mes coachées viennent avec au moins 30 qualités. Et je peux te dire Wow, que c'est pas... 30. Oui, 30. OK. C'est le minimum, parce Ok. que je leur dis, vous pouvez aller à plus, parce Ok. qu'on ne se rend pas compte. Ouais. Tu vois, on n'a pas pris le temps de se penser, on n'a pas pris le temps. On a pris, toute notre vie, la plupart du temps, on se mire dans le regard des autres. C'est si mon père me dit que je suis belle, que je me trouve belle. Si mon copain me dit que je suis belle, que je me trouve belle. Si mon chéri me dit que je trouve... Tu comprends? C'est si mon copain me dit que je suis bien habillée, que je trouve que je suis bien habillée. Une erreur qu'on commet dans les relations amoureuses aussi, c'est que, regarde, au début, c'est ce que je dis souvent à mes coachés, quand tu viens de rencontrer un homme, est-ce que tu lui demandes comment tu t'habilles pour aller à votre premier rendez-vous? Non. D'où vient que, quand vous êtes ensemble, tu commences à lui demander, est-ce que tu aimes mes cheveux? Est-ce que pourquoi? Tu vois? Une fois que tu réponds à cette question, tu comprends qu'il y a quelque chose qui a changé, tu vois? Ok. Parce que c'est d'abord, il s'agit de toi Mais d'abord. j'ai envie de dire que souvent, c'est important de se sentir, je dirais pas approuvé, mais de se sentir comme... Validé? pas validé, le mot est trop lourd, Voilà. mais de apprécié par son partenaire. Donc, dans ce contexte-là, c'est pas... Alors moi, je vais te dire ce que je pense de ça. Moi, je dis, comme je dis à mes coachés, s'il est venu vers toi, c'est qu'il appréciait quelque chose. déjà à la base. Si, tu comprends ce que je veux dire? Ok. C'est qu'il a vu comment tu t'habillais, il a vu comment tu te maquillais, il a entendu comment tu parlais et il est venu. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu crois que ça a changé? Pourquoi les années te font croire que ça a changé? En fait, ce qui se passe, c'est que dans nos relations, on commence à calquer sur l'autre, justement, on commence à attendre d'être validé par l'autre. Et c'est parfois à ce moment que l'intérêt change, parce qu'un homme qui te rencontre, bah, il a aimé une femme qu'il a vue, une femme qu'il a trouvée spéciale, une femme qu'il a trouvée différente Ouais, et tout. ouais. Pourquoi maintenant ça doit passer par lui, le fait que tu te sens Tu lui spéciale, donnes trop de poids pour lui-même, le pauvre. c'est ça. Et là, il se dit, mais attends, elle est finalement pas aussi sûre d'elle qu'elle. Pourtant, c'est peut-être ça qui l'a séduit à la base. C'est peut-être ça qui l'a attiré. Le fait que tu te sentais belle, tu étais indépendante, tu comprends? Sans attendre sa validation, sans attendre son approbation. Et cette tendance de toujours aller chercher. Je dis pas que de temps en temps, on va pas demander comment tu trouves. On a souvent besoin d'un avis, même d'une copine, tu vois. Mais si
ça commence Merci à à tourner. toutes mes copines. Est-ce que tu me trouves bien habillée? Bah oui, mais si ça commence à tourner autour de lui, c'est là que ça devient problématique. C'est ça. Si ça commence à tourner autour, il faut qu'il dise, tu vois, si je dois changer de coiffure, il faut qu'il dise. C'est là que ça commence à devenir problématique. Or, quelqu'un qui connaît sa valeur, il sait. T'as pas besoin. Bah, il n'a pas vraiment de ça. besoin. S'il est là, ben, tant mieux s'il dit oui, ok. Et même pouvoir, même s'il dit j'aime pas, bah écoute, moi j'aime. Tu vois ce que je C'est veux ça, dire? hein. C'est pas, on ne va pas dans un rapport de force, mais c'est juste que c'est ça en fait ton pouvoir féminin. C'est de pouvoir te dire qu'avec ou sans lui, je sais ce que je vaux, je sais ce que j'apporte, je sais ce que j'ai à l'intérieur de moi et je n'attends pas que tu valides ou non pour me sentir bien. Ben, très belle discussion là. On va terminer, il nous reste 1 minute. Ok. Je vais juste te demander en quelques points. On a parlé beaucoup de connaître sa valeur et tu nous as donné quelques petites astuces que tu proposes à tes coachés. La première des choses, c'est d'établir une liste de qualités. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu pourrais nous mentionner comme des petits cadeaux que tu peux nous apporter? Parce que tous les coachs ont leur sauce secrète pour ça. Alors le deuxième point, ça va pas beaucoup faire plaisir, mais il faut connaître ses défauts aussi, très important. Ok. Parce que c'est pour avoir une saine Les confiance en extrêmes, soi, ouais. il faut avoir faut cet équilibre. Donc il y a le manque d'estime de soi qui est le manque de confiance en soi, Ok. qui n'est pas sain, et puis il y a avoir Une une trop haute haute opinion estime de de soi soi, oui, qui va nous faire plonger dans le domaine de l'ego et de, tu vois ce que je veux dire, tu prends des rêves pour de la réalité, tu vois des choses qui n'existent pas chez toi parce que voilà. Donc c'est important de connaître ses défauts aussi Donc, et de qualité, les accepter avec humilité et c'est juste reconnaître justement je suis un travail en progrès, je m'améliore et je me développe personnellement, je suis en train de marcher à atteindre la meilleure version de moi. Merci beaucoup, coach Queen Lova. Alors, dis-moi où est-ce qu'on peut te retrouver. Je pense que tu es beaucoup plus active sur les médias sociaux. Oui, moi je suis plus sur Facebook. Je sais que j'ai un site web www.coachqueenlova.com Qui est en préparation. qui n'existe, enfin quand je dis qu'il existe, mais en même temps il est comme dormant quoi. Mais enfin tous mes followers, toutes les personnes qui sont abonnées à ma page, la plupart c'est vraiment sur Facebook. Et c'est là que tu offres tes programmes. Oui, c'est ça. Coach Queen Lova. Lova, Ok, ça. ben, merci beaucoup pour Merci. cette belle discussion. J'espère que vous avez pris des notes et pour pouvoir rejoindre Coach Queen Lova, c'est simplement d'aller sur Facebook et rechercher Coach Queen Lova, vous abonner et pourquoi pas participer à ces programmes. C'est exclusivement pour les femmes, mais peut-être que les hommes seront les bienvenus. Je sais pas, je dis ça comme ça. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec notre orthophoniste Roxane Bélanger. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant du mois de l'autisme et le mois d'avril est le mois consacré à l'autisme. Et quand on parle du mois de l'autisme, Roxane Bélanger, qui est notre orthophoniste, j'aimerais te demander, est-ce que c'est juste la promotion des services ou bien c'est une sensibilisation, une éducation? C'est un peu de tout. OK. Parce que pour les enfants d'âge préscolaire ou pour les enfants en général, 1 sur 66 enfants entre l'âge de
le préscolaire jusqu'à l'âge de 17 ans vont avoir reçu un diagnostic du trouble du spectre de l'autisme. OK. Alors, c'est quand même un grand pourcentage d'enfants. Il y a plus de 1 à 2 % des Canadiens qui ont reçu également un diagnostic du trouble du spectre de l'autisme. Alors, nous, on veut un petit peu sensibiliser la communauté. Oui, des services qui sont disponibles dans la région, mais aussi de penser que c'est un trouble qui est neurodéveloppemental et donc qui va apparaître chez les enfants en bas âge. OK. C'est un trouble qui affecte la communication. Alors, c'est pour ça qu'on est impliqué. C'est ça. Ça implique aussi, ça a un effet sur l'interaction sociale ou les habiletés sociales et, chez les tout-petits, le jeu. Alors, nous, on veut un petit peu sensibiliser la population à reconnaître les signes précurseurs Et possibles. à quelle période qu'on pourrait reconnaître les signes? Est-ce que dès l'âge, comme nourrisson, on peut... Ah, c'est plus difficile, OK. mais oui, exactement. Avant l'âge d'1 an, il peut y avoir des signes vraiment subtils que la communication, l'interaction sociale et le jeu est affecté. Par exemple, il peut y avoir un contact visuel qui est limité, même chez le tout petit. OK. Alors, c'est un enfant qui n'est pas porté à regarder le visage des parents, qui ne va pas répondre avec, aux petites jasettes puis aux sourires que le parent lui offre, qui ne va pas nécessairement sourire socialement quand le parent... d'interaction. C'est ça. OK. Puis un des signes très classiques chez les enfants en bas âge, avant l'âge de 1 an, mais aussi après, c'est un enfant qui ne répond pas à son nom. Donc, dès l'âge de 9 mois, on devrait voir apparaître que l'enfant, quand on le nomme, quand il est en train de jouer, l'enfant va se retourner pour au moins porter attention aux parents. Et ça, c'est un signe qui semble souvent présent comme étant un signe précurseur ou un signe possible là, d'un trouble de l'autisme. Mais il y a aussi plein d'autres signaux d'alarme qu'on peut reconnaître au fur et à mesure que l'enfant se développe. Alors, plus typiquement, là, c'est des enfants qui, comme on avait dit, n'établissent pas un contact visuel facile ou évident. C'est un enfant qui va peut-être avoir du jargon, donc un ensemble de sons qui ne font pas vraiment des mots ou des phrases et qui n'est pas approprié à mesure que l'enfant se développe. Parce que du jargon, tous les bébés en font. On fait du babillage avant l'âge d'1 an, puis après aussi, ils essayent de formuler des mots, puis ça sort tout croche. Fait que c'est normal d'avoir un certain nombre de jargons. Mais quand ça persiste au-delà des âges de 18 mois, 2 ans, 3 ans, il faut faire attention. Ce qu'on va aussi voir, c'est qu'ils vont peut-être avoir de l'écholalie. Alors, ils vont utiliser des mots et des phrases de façon répétitive. Ça s'appelle de l'écholalie. De l'écholalie. OK. C'est pas approprié à la situation. Donc, ils vont peut-être entendre un commentaire qui est dit à la maison. Donc, par exemple, « Ah, non, touche pas ça ». Et ils vont le reprendre dans une situation non appropriée. Ou bien, ils vont entendre quelque chose comme à une émission de télévision, ils vont reprendre le script de l'émission de télévision durant la journée, mais ça ne fait pas partie d'une interaction sociale appropriée ou d'une communication qui implique l'autre. Souvent aussi, ce qu'on va voir, c'est qu'ils vont avoir aussi des intérêts très limités au niveau du jeu. Alors, ils vont plutôt observer les objets au lieu de s'intéresser aux personnes, et donc ils ne vont pas beaucoup engager d'autres enfants ou les parents dans le jeu. Ce sont des enfants qui, par exemple, pourraient avoir de la difficulté à faire des jeux comme le coucou ou entrer en relation pendant les comptines ou les jeux, tu sais, comme de chatouillage, là, qui vont venir demander pour reprendre le jeu. C'est aussi des enfants qui peuvent avoir des intérêts très spécifiques pour certains jeux. Par exemple, un enfant, moi j'ai déjà évalué un enfant qui, lui, la mère disait, lui, il aime les couvercles de Tupperware, puis il s'assoit, puis il est tranquille, mais il est fait tourner. Et puis il peut rester à ce jeu-là pendant 1 heure de temps. Wow. Donc ça, c'est pas un jeu typique. On veut voir du jeu imaginaire, on veut voir que l'enfant va pousser l'auto, le faire monter dans le garage éventuellement. Mais d'autres jeux très typiques qu'on peut voir arriver, c'est qu'un enfant va jouer avec des autos, mais il va les aligner tout simplement. Il va juste faire comme un stationnement. Ou il va utiliser l'auto, il va tourner l'auto, puis il va rouler les roues. Alors, quand c'est des jeux qui ne font pas partie
d'un jeu imaginaire ou d'un jeu avec une autre personne ou qui sont très répétitifs, à ce moment-là, on peut penser qu'il y a quelque chose qu'on doit porter attention, qu'on veut peut-être aller vérifier avec une équipe. Puis enfin, il y a toutes sortes d'autres difficultés qui peuvent arriver, qui sont peut-être en dehors de la communication puis de l'interaction sociale. Et c'est là des réactions à différents éléments sensoriels. Okay. Donc, ils vont être très affectés par le bruit, par certaines lumières. Ils vont peut-être réagir fortement à des personnes avec un chapeau, admettons. Alors, des réactions anormales au niveau sensoriel, on peut voir ça. C'est aussi des enfants qui ne reconnaissent pas le danger. Alors, ils peuvent se mettre en danger en montant de façon très répétitive là, sur des objets hauts ou vont se faire mal, puis ils n'ont pas beaucoup de réaction à la douleur. Okay. Tu avais envoyé une image sur 10 faits sur l'autisme, mais je pense qu'on a couvert un peu quelques éléments. On peut le voir à l'écran en ce moment. Est-ce que tu aurais des choses à rajouter dessus? Oui, on peut peut-être passer là, à la deuxième image, qui est ce que l'autisme n'est pas. Ce que l'autisme n'est pas, OK. C'est ça. Alors, il y a différents éléments. Donc, l'autisme, ce n'est pas une maladie, c'est vraiment une condition neurodéveloppementale de neurodiversité. Donc, c'est le cerveau qui se développe différemment d'un cerveau de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le seul problème de neurodiversité. Les problèmes d'attention, c'est un problème de neurodiversité. Alors, on veut porter attention, ce n'est pas une maladie, mais bien un trouble de développement. En deuxième? Ce n'est pas temporaire. C'est un trouble qui va persister et qui va être permanent. Il faut se faire accompagner, là. C'est ça, exactement. Ce n'est pas contagieux. Ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'il y aurait peut-être une composante génétique et dans les familles où il y a un premier enfant sur le spectre de l'autisme, il y a de plus grandes chances à ce que le deuxième enfant présente aussi des difficultés d'autisme. L'autisme n'est pas causé par la vaccination. Alors ça, je veux le préciser et le répéter. Il y a eu une étude dévastatrice qui a été mise à l'échelle mondiale, il y a plusieurs années, qui faisait le lien entre le vaccin de la rubéole RRM et l'incidence de vaccination, mais ça a été très clairement démontré que la personne, le scientifique, avait faussé les données. Et ce n'est pas approprié de penser que l'autisme est causé par la vaccination. La vaccination a sa raison d'être pour sauver la vie des gens, mais les parents ont la responsabilité de s'informer par rapport à ça, mais ça ne cause pas l'autisme. Les deux derniers, avant d'aller à la pause, donc l'autisme n'est pas causé par le style de parole. Oui, parce que longtemps, là, dans les années 50-40, on disait que les mères étaient froides et que les mères causaient l'autisme. Alors, je veux le démentir tout ça. Et ça ne disparaît pas à l'âge adulte. C'est un trouble qui va continuer, mais on peut l'amenuiser en ayant accès à des services très tôt puis en offrant de l'intervention. Alors, vous offrez des services de diagnostic, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, définitivement, avec le bilan de la communication, on a la chance de travailler là, avec l'équipe du Centre de développement pour enfants, qui ont une équipe développementale qui fait partie, qui comprend, je veux dire, des pédiatres, des infirmières, des travailleurs sociaux, mais aussi des orthophonistes, des ergothérapeutes et des physiothérapeutes, qui nous ont aidés à développer là, l'outil de dépistage, le bilan de la communication. OK, c'est bon à savoir. Donc, www.premiermot.ca. .ca.com. .ca, c'est ça. C'est sur le site web que vous aurez accès au bilan de communication et bien plus encore si vous avez un enfant, par exemple, autiste. Ils ont tous les services là-bas pour vous. Je vais te garder avec moi et après la pause, on va parler du mois de mai qui est le mois de la communication. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers.
Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant du mois de la communication avec Roxane Bélanger, notre orthophoniste. C'est quoi le mois de la communication? Le mois de la communication, c'est le mois de la sensibilisation aux difficultés de parole, langage et de l'audition. Donc, à travers le Canada, les associations provinciales et canadiennes vont en faire la promotion. Alors, nous, on en profite pour en parler sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, quand je vais aller sur Facebook là, avec la Santé publique Ottawa, puis durant nos articles, là, nos rencontres qu'on a. Donc, ce qu'on veut dire aux parents, aux gens de la communauté, c'est que de vraiment penser à la communication chez les tout-petits. Puis que la communication, si on s'occupe de la communication dès la naissance, on a de grandes chances à former des enfants qui vont être des jaseurs, des petits parleurs, des grands liseurs éventuellement, parce que la communication orale va guider, va amener le langage écrit, donc la lecture et l'écriture. Et que l'intervention précoce, donc quand on est sensible à identifier les étapes de développement qui sont importantes à certains âges, pour qu'on sache si l'enfant va bien, à ce moment-là, on peut aussi identifier quand ça va moins bien, puis accéder à des services rapidement. Parce qu'il y a un enfant sur 10 dans la trame là, des enfants, dans la tranche d'âge de préscolaire, qui va présenter un problème de parole ou de langage. Et ceci est en dehors de difficultés au niveau sensoriel. Donc ça, c'est un enfant sur 10 qui n'a pas de problème visuel, qui n'a pas de problème d'audition, qui se développe normalement. Alors, quand on ajoute ces difficultés, comme un problème d'audition, à ce moment-là, l'incidence peut augmenter beaucoup plus. C'est sûr. Il y a plein de mythes autour de la communication. Et puis, qu'on voulait parler, le premier, mon enfant est paresseux. Quand il voudra parler, il le fera. Est-ce que la paresse, je pense, c'est un facteur qui empêcherait un enfant de parler? Ce n'est pas un facteur de risque. C'est vraiment un mythe. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'un enfant est né pour être social. C'est un être qui veut communiquer avec les autres, qui veut être engagé avec les autres personnes. Alors, si on voit que l'enfant a de la difficulté, c'est peut-être qu'il n'a pas, à ce moment-ci, tous les moyens pour le faire et qu'il a besoin d'un petit peu plus d'aide. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que, on avait dit, un enfant sur 10 peut avoir des difficultés de préscolaire. C'est plus fréquent chez les garçons que chez les filles dans plusieurs cas, comme par exemple le bégaiement est beaucoup plus prévalent chez les garçons que chez les filles. On ne sait pas trop pourquoi, mais il semble avoir une petite sensibilité par rapport à certains des troubles de parole ou de langage. On va aussi, avant de penser à la paresse, on veut regarder un petit peu les facteurs de risque. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a des antécédents positifs au niveau de la famille de problèmes de parole et de langage? Parce qu'on sait que les problèmes de communication ont souvent ou ont parfois une prédisposition héréditaire. Alors, quand on a un parent ou un grand-parent ou un membre proche de la famille qui a eu des difficultés de la communication, il est possible que notre enfant soit plus à risque. Alors, si c'est le cas, au lieu de penser à la paresse, on va aller chercher des services parce qu'il y a des facteurs de risque. Est-ce que mon enfant entend bien? Alors, nous, on est chanceux
en Ontario, on a le programme de Louis du Nourrisson. Tous les bébés qui sont nés peuvent accéder à un dépistage de l'audition dès la naissance, à l'intérieur des 2 premiers mois. Est-ce que c'est un service qui est automatiquement offert? Oui, Okay, dès qu'il y a avec les médecins, les hôpitaux, Parfait. puis les sages-femmes. Alors, on peut s'assurer de l'audition. Mais il se peut que, mis à part l'audition à la naissance, il y ait des difficultés qui se développent plus tard. Alors, on veut penser aux otites, aux infections de l'oreille moyenne, qui sont répétitives parfois. Puis, on veut juste s'assurer que l'enfant entende bien. Donc, si on a des inquiétudes à ce niveau-là, on devrait consulter un audiologiste. OK. On va aller avec un deuxième mythe. Apprendre 2 langues ou plus est un facteur de risque d'un retard de développement de la parole et de langage. Et je sais que c'est faux. C'est parce absolument qu'on en a déjà parlé faux. pour une chronique. Exactement. Oui. Mais pourtant, c'est une question que j'entends souvent avec des parents, des éducateurs et même des médecins. Alors, je veux juste confirmer que c'est tout à fait un mythe. Les enfants ont la capacité d'apprendre plus d'une langue en même temps. On le voit à travers le monde. En Europe, c'est souvent plus que 2 langues. Alors, on veut dire aux parents, sachez que les enfants ont le potentiel d'apprendre plusieurs langues, d'apprendre au moins 2 langues, mais il faut avoir des bons modèles et des modèles constants et répétés. Donc, il faut s'assurer de donner suffisamment d'exposition à chacune des 2 langues. Au même niveau. Oui, c'est ça, pour pouvoir avoir un enfant qui est complètement bilingue. Si ce n'est pas le cas, l'enfant va avoir une langue qui va devenir dominante. Et puis, ça peut changer dans le temps. Par exemple, si à la maison, on parle 75% du temps en espagnol, puis 25% en français, enfin, la langue dominante va être l'espagnol. Mais quand il va rentrer à l'école, ça se peut qu'il entende le français beaucoup plus souvent. Donc, à ce moment-là, il peut y avoir comme une transition. Et le français deviendra sa langue dominante. On va rester avec le dernier mythe avant de te laisser aller. Mon enfant de 3 ans ne parle pas. Einstein n'a pas parlé avant l'âge de 4 ans et il a été un génie. Ça, on l'entend souvent, hein? On entend ça. Alors, ce que je veux juste rappeler aux parents, c'est que ça se peut. Ça se peut que ça arrive, mais que ce soit un génie. Oui, ça se peut que ce soit un génie. Oui. Mais ce n'est pas ce qu'on voit le plus couramment. Il faut suivre les étapes de développement. Le bilan de la communication est là pour donner des indices aux parents et aux éducateurs qu'est-ce qu'on s'attend à certains âges, et c'est les normes minimales. C'est ça. Donc, au lieu d'attendre, je conseille aux parents d'accéder rapidement à des services. Et si l'enfant a des progrès fulgurants, à ce moment-là, on fait tout simplement arrêter les services. Mais vaut mieux prévenir que guérir. T'as raison. Puis on sait que l'intervention qui est donnée en bas âge, avant l'âge de 3 ans, a un impact considérable. On peut vraiment changer la trajectoire d'un enfant en donnant des services très tôt. Merci beaucoup. Et ces services-là, pour la plupart, sont gratuits. Il y a des vidéos, il y a des histoires sur... Comment je vais appeler ça, là? Mais des webinaires, oui. Et puis, vous avez aussi des textes que vous avez sur Instagram que vous partagez avec la communauté. Merci à toi, Roxane. Okay. On va inviter les gens à aller vous suivre sur Instagram parce que Roxane vient de le mentionner. Ils sont très présents sur Instagram. Donc, Premier Mot, vous allez juste chercher ça. Mais pour leur site web, www.premiermot.ca. Et puis, c'est là que vous aurez accès au bilan de communication qui est gratuit. Exactement. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va découvrir ensemble les récits historiques de l'auteur Jean Mossène, Famille. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci. Merci. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé.
Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on rentre dans le monde de la littérature avec l'auteur Jean Mossène Famille, un auteur qui a fait paraître plusieurs ouvrages, mais deux en particulier dont on veut parler aujourd'hui, Par-delà les frontières et La Sultane dévoilée, qui sont des récits historiques. Et Jean, j'ai envie de te poser la question, et je pense que sûrement que tu l'as entendu plusieurs fois, pourquoi écrire des récits historiques? C'est une question que l'on me répète, comme tu le dis, très très souvent. La raison en est bien simple. J'ai constaté, je me suis souvent intéressé à l'histoire et j'ai constaté qu'à certains moments clés de l'histoire, particulièrement quand il y a des crises dans l'histoire, l'être humain est capable de mieux témoigner de sa résilience, de sa force. L'humanité grandit, l'humanité se découvre quand il y a une crise. Quand il n'y a pas de crise, que l'on consomme tranquillement et que la vie est belle, il n'y a pas de possibilité encore une fois, de grandir comme humanité, comme groupe social, comme État politique, etc. Alors, j'ai décidé de centrer mes récits autour de certaines des grandes crises ou des personnages importants qui ont changé la société. Et j'ai écrit donc ce qu'on appelle souvent des romans historiques. Et je précise, Claude, que ce ne sont pas des histoires de l'histoire avec un grand H déguisé en roman. C'est véritablement un roman où transparaissent quelquefois des événements politiques, des événements qui se sont réellement passés. Qui se sont réellement passés. Alors, c'est ça ma passion pour le roman historique. Donc, quelque part, on pourrait dire que Jean est un historien parce qu'il faut faire des recherches, avoir de bonnes informations pour pouvoir écrire un récit historique. Oui. Beaucoup de recherches, moi, je pense. Alors, je ne suis pas un historien professionnel. Je n'ai pas publié d'essais historiques, sauf un ou deux quand j'étais un peu plus jeune. Mais tu as parfaitement raison. Une des étapes essentielles dans la préparation d'un roman historique, c'est la recherche des sources, la maîtrise absolue de la période que l'on veut décrire. Et je précise pourquoi je dis cela, c'est parce que mes romans, celui qui s'est déroulé le plus anciennement dans le temps, est un roman qui date d'une douzaine d'années et qui se passait à la fin de l'Empire romain, au IVe siècle. Le dernier roman qui vient d'être publié et que tu as mentionné, qui s'appelle Par-delà les frontières, se déroule au Québec dans la première moitié du XXe siècle. Alors, cela couvre toute une série de continents, de pays, de cultures, d'histoires. Alors, je dis souvent, comment est-ce que on vivait les sentiments, comment est-ce qu'on ressentait les sentiments quand on était au IVe siècle, à Rome, ou quand on était au XIVe siècle, autour de la Méditerranée, en Tunisie ou ailleurs, quand on est au XXe siècle, au début du XXe siècle, au Québec, etc. Et je dis en souriant, est-ce que un amoureux dit à son amoureuse, tu me sembles magnifique, mon petit chou, ou au IVe siècle? Non, on ne disait pas cela. Alors, il faut faire une recherche pour comprendre non pas seulement les éléments extérieurs connus qui sont dans les livres d'histoire, mais la psychologie des personnages. Ouf, ça c'est quelque chose. Et la psychologie de la société en général. Et là, on fait des découvertes quelquefois très surprenantes. Intéressant. Quand on parle de psychologie des personnages du temps historique sur lesquels tu écris, ça me fait penser à La Sultane dévoilée. Oui. Parce qu'il y a une très belle histoire concernant cet ouvrage. Est-ce que tu pourrais nous rappeler un peu l'histoire de La Sultane dévoilée? On parle de quoi dans ce livre?
Bon, alors, si tu permets, en tant qu'un début de réponse à ta question, je ne décide d'écrire un roman historique que quand un personnage, je le redis, ou une période me pogne. C'est ça. Et j'ai découvert, j'en avais une très vague idée quand j'étais jeune, mais j'ai découvert en relisant certains de mes ouvrages qu'il y avait une femme qui a été la seule chef d'État d'un État arabo-musulman dans toute l'histoire depuis 14 siècles. La seule femme qui a été l'équivalent d'un président ou d'un premier ministre d'un pays arabo-musulman pendant les 14 derniers siècles depuis la création, depuis l'annonce de l'islam. Je me suis dit, c'est qui ça? C'est qui cette bonne femme-là? Oui. Qu'est-ce qu'il lui a fallu d'énergie, de courage, de finesse, d'audace même, d'audace, oui, d'intelligence, de charme essentiel, de charme pour pouvoir grimper les échelons du pouvoir et devenir une sultane. Vous savez, le mot sultan, ça veut dire chef d'État dans les pays arabes. Alors, elle était une sultane. Et j'ai lu énormément d'ouvrages là-dessus et j'ai écrit un roman où elle était un personnage important, mais où j'ai créé d'autres personnages, n'est-ce pas, des hommes et des femmes que la mémoire, pas la mémoire, mais la créativité de l'esprit amène pour qu'il y ait au fond du roman, à part la vie de cette femme, une ou deux histoires d'amour, parce que l'amour est un ingrédient essentiel dans un roman. Alors, voilà un peu le résumé de l'histoire de cette femme. Peut-être que je pourrais te préciser, Claude, cette femme était une esclave. Elle a commencé sa vie comme esclave. Et oui, elle avait été élevée dans un autre pays et puis elle avait été volée par des voleurs d'esclaves et elle avait été vendue à des gens et peu à peu dans un harem. Tu sais comment ça fonctionne le harem, c'est un endroit où les femmes du sultan sont préparées, quasiment emprisonnées. Elles ne sortent pas du harem et elles sont préparées à satisfaire les besoins de leur maître, dans ce cas-ci d'un sultan. Donc c'était une esclave qui est entrée dans un harem et qui était tellement fine, tellement intelligente, tellement belle, tellement charmante, tellement attirante qu'elle a fini par être la concubine préférée du sultan de l'époque. Jean, je ne sais pas pourquoi, moi je suis croyante et ça me rappelle une histoire du livre saint, la Bible. Ça me rappelle une histoire où est-ce qu'il y a une femme pareille qui a eu les mêmes caractéristiques. Je ne dirais pas qu'elle était esclave, mais... De qui parles-tu? Esther. Esther, le livre d'Esther. Oui. Alors, c'est la même chose. Moi aussi, je suis croyant et je connais le livre d'Esther un peu. Il est un peu vague dans mon esprit. Mais c'est des aventures qui se passent à différents niveaux, dans un foyer, dans une tribu, dans un harem, un harem, etc. Alors, cette femme est devenue incroyablement puissante, incroyablement efficace auprès de son mari. En fait, lui était le sultan, donc il régnait, mais elle lui chuchotait dans l'oreille les décisions à prendre sur le plan politique. Puis quand son mari est mort, elle a été sultane. Et ce qui est magnifique, c'est que c'est les gens du pouvoir, les personnalités, les ministres, les vizirs, qui ont décidé, cette femme est tellement intelligente qu'on va lui demander de diriger notre pays. Le pays, à l'époque, c'était l'Égypte et la Syrie. L'Égypte, la Palestine et la Syrie qui constituaient un seul empire. Et elle l'a dirigé et elle a même participé à l'histoire de l'Europe en partie. Pourquoi? Parce que c'était l'époque des croisades
Et une des croisades dirigée par Louis IX, roi de France, qui est devenu Saint-Louis, et devait débarquer en Égypte. Et c'est elle qui a battu les armées franques, c'est-à-dire européennes, et a empêché les croisés de venir reprendre Jérusalem, etc. Bref, c'est littéralement un film qui se déroule devant nos yeux, dont la personnalité centrale est une femme qui a toutes les qualités du monde. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aimerais bien voir la sultane dévoilée en film. Ça va être beau, ça, de voir ça. Est-ce que tu as des contacts dans le monde du cinéma? Sait-on jamais? Oui, sait-on jamais? On va commencer à y penser, ou même dans le monde théâtral. Dans le monde du théâtre, pour voir, ça serait tellement beau de voir ça. Et puis, on va parler, tu as mentionné quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est l'amour. Oui. L'amour qui est très important dans tous tes récits historiques. Et quand on parle un peu de la sultane dévoilée qui était l'amoureuse du sultan, mais par-delà les frontières, c'est aussi une histoire d'amour à une période assez difficile. Oui. Alors, par-delà les frontières, comme tu le disais un peu plus tôt, Claude, c'est un roman que j'ai écrit et qui couvre la période entre 1910, en gros, et 1945. Okay. Et encore une fois, je te dis que mes romans me viennent souvent soudain à l'esprit quand il y a quelque chose que je ne connaissais pas et qui attire mon attention. Comme tu as dit, ça te pogne. Ça me pogne. Alors, ce qui m'a pogné, c'est très, très bizarre. C'était une déclaration du Premier ministre Trudeau il y a 2 ou 3 ans. Monsieur Trudeau était venu à la télévision et il a dit « Mon gouvernement présente ses excuses aux Italo-Canadiens à cause du traitement qu'ils ont subi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je savais que les Japonais, les Nippo-Canadiens, les Canadiens d'origine japonaise, avaient été très maltraités pendant la Deuxième Guerre mondiale, mis quasiment dans des camps de concentration. Je savais que les Canadiens d'origine allemande aussi avaient été rassemblés et on les surveillait. Mais je ne savais pas qu'il y avait eu quelque chose qui avait touché nos compatriotes d'origine italienne. Alors j'ai encore une fois creusé la question et j'ai découvert un certain nombre d'éléments. Je vais simplement dire que une bonne partie du roman se passe en Ontario, à Petawawa. À Petawawa, ok. C'est ça. Et puis, et aussi en Europe, parce que le roman se déroule ensuite pendant la guerre et manifestement, il y a un de mes héros qui va à la guerre. Et j'ai découvert aussi quelque chose en étudiant cette période qui est peut-être similaire à des tensions que nous vivons même aujourd'hui. Il va me rester 1 minute. Par exemple, à l'époque, c'était la tension entre les Canadiens français, on les appelait encore les Canadiens français, on ne disait pas les Québécois ou les Franco-Ontariens, on disait les Canadiens français. La tension entre les Canadiens français de pure souche et les immigrants italiens qui étaient arrivés au pays dans la première moitié du XXe siècle. Il y avait une certaine tension entre eux. Est-ce que ça ne te dit pas quelque chose par rapport à la tension qu'il y a aujourd'hui entre certains immigrants qui viennent de bien d'autres pays, d'Afrique, d'Asie ou d'ailleurs, et ça prend du temps pour qu'on se retrouve. Et le pont qui permet à certaines communautés de se retrouver, c'est finalement l'amour. L'amour. Jean, je voulais te garder avec moi. On va prendre une pause et on va revenir juste après la pause pour clore l'émission ensemble. Mais pour les gens à la maison, vous pouvez vous procurer les ouvrages de l'auteur Jean Mossène Famille sur le www.éditiondavid.com. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec l'auteur Jean Mossène Famille qui a publié 2 beaux ouvrages, Par-delà les frontières et La Sultane dévoilée aux éditions David. Et puis, je me demande, c'est quoi les relations avec les éditions David? Mes relations avec les éditions David sont extrêmement cordiales. Comme tu le sais, Claude, quand on publie des romans, au début, quand on n'est pas très connu, on les envoie à de nombreux éditeurs. Maison d'édition, c'est ça. Et puis, quand une maison d'édition reçoit ton livre et qu'elle en est satisfaite, tu deviens un petit peu le copain ou un des auteurs que la maison d'édition aime bien publier. Et avec les éditions David, j'ai toujours eu un accueil chaleureux, amical, intéressant. Et voilà, ils ont publié mes 2 derniers livres. Bravo. Et j'en suis ravi. Est-ce qu'il y a un 3e qui se prépare? Peut-être, oui. Il va falloir qu'il y ait un déclencheur. Un déclencheur? Oui. Donc, on va envoyer le déclencheur, là, que l'univers envoie le déclencheur parce que, franchement, c'est de très beaux romans. Félicitations. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, pour vous procurer ces ouvrages, www.editiondavid.com. Moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit demain à 11h. Bye bye. Merci beaucoup. Oui, c'est